Mesdames, Messieurs les administrateurs, Monsieur le Directeur général, cher Philippe Michel, chers membres du Comité des Sages, Monsieur le Préfet, chers collaborateurs du GIE Affaires, Mesdames, Messieurs les journalistes, chers internautes qui nous suivent dans toute la France, chers amis, je souhaiterais tout d'abord vous adresser avant toute chose tous mes voeux pour une année de santé, de paix, pour vous-même et pour vos proches. L'année 2023 a été troublée par des tensions géopolitiques et la hausse des taux longs qui a miné les portefeuilles obligataires, faisant peser des gros risques sur la gestion des dettes publiques. Dans cet horizon de grande instabilité, incertitude, l'affaire a poursuivi son travail au profit des adhérents dans le respect de ses valeurs. Quelques chiffres 2023, si vous le voulez bien. Nous sommes essentiellement une association au service des adhérents. Le nombre des nouveaux adhérents s'élève à 17 944. Nous comptons aujourd'hui 751 946 adhérents, l'encours des contrats 55 milliards d'euros, et je dirais que c'est une épargne qui se défend bien et qui défend bien. Plus de 2,2 milliards ont été collectés, 89% au titre des reversements et 11% au titre des affaires nouvelles. 23% de la collecte concerne les unités de compte. L'encours sur les supports en UC s'élève à 14,1 milliards d'euros grâce à la diversification, mais aussi à la qualité de notre offre. Le nombre de décès est en légère augmentation, 10 879 adhérents, représentant un peu moins de 1,6 milliard d'euros de prestations, diminué du reversement des capitaux d'essai par le bénéficiaire sur sa propre adhésion à faire. Ce reversement des capitaux d'essai, il a fortement progressé puisqu'il est passé à 41% des prestations versées, soit environ 650 millions d'euros qui restent à l'affaire après le décès. Les rachats partiels, eux, sont en augmentation de 7% à 1,4 milliard et ils ont été effectués par 53 591 adhérents. Tout ceci illustre que l'affaire est dans un modèle de service au bénéfice de l'association, de ses adhérents. Un exemple de la qualité de service, 95% des rachats en ligne sont réglés dans les 24 heures et 98% en moins d'une semaine. Les rachats totaux ont concerné un certain nombre d'adhérents très faibles au demeurant et ont représenté également un montant très faible des prestations. L'affaire a l'un des meilleurs taux en France de rachats totaux. Il se maintient parmi les plus bas à 0,36%. L'âge moyen des nouveaux adhérents est de 42 ans, 31% ont même moins de 30 ans et près de la moitié moins de 40 ans. L'affaire séduit les jeunes. Plus de 352 000 adhérents détiennent au moins une unité de compte. C'est pourquoi, lorsque nous annoncerons les résultats tout à l'heure, il faudra faire attention et au taux du Fonds général et aux performances de nos unités de compte et au périn, bien entendu. La durée moyenne de détention des contrats dépasse dorénavant 20 ans. C'est un horizon qui est long, très long comparé aux compagnies d'assurance. Il nous rappelle que l'assurance vie, c'est aussi une épargne de long terme et que ces performances doivent être appréciées dans la durée. Il faut donner du temps au temps à l'épargne. Enfin, le R de retraite, AFER, nous l'avons négligé sciemment pendant un demi-siècle bientôt, parce que les fondateurs n'étaient pas vraiment convaincus par les produits tunnels du PERP et du PERCO en particulier.
Et notre ère, nous le vivons pleinement dorénavant. Il est en forte progression. Il y a 2 ans, nous n'avions pas de pèlerins, de pères individuels. Nous en comptons aujourd'hui 11 627, et la progression est spectaculaire, plus 84% par rapport à l'an passé. L'âge moyen des souscripteurs du pèlerin affaires est de 45 ans. L'affaire croit en son père. Après une période qui a été centrée sur l'adaptation des outils, c'est l'amélioration des services qui est au cœur dorénavant de nos préoccupations. Et là, je signalerai 2 axes principaux. Tout d'abord, la qualité apportée par le GIE, qui est un organisme paritaire entre l'association et son partenaire assureur, Abeille, dans le souci d'une amélioration permanente des délais de prêtement. Le GIE effectue 588 000 opérations par an, les arbitrages des options de dynamisation ou de sécurisation, les avances, le remboursement des avances, les plus de 32 000 changements de clauses bénéficiaires ont été enregistrés, les 50 000 changements d'adresse et d'état civil. Je passe sur les 216 000 appels téléphoniques, soit près de 1 000 appels chaque jour ouvrés. Les 5 000 changements de distributeurs sont un atout pour nous. C'est notre transférabilité interne des contrats. 5 000 adhérents peuvent transférer leurs contrats en interne. Eh bien, c'est tout cela, la qualité d'une gestion paritaire et d'une association qui est soucieuse de la qualité du service. Et j'aimerais remercier les 210 salariés du GIE dévoués à la gestion au quotidien des adhésions. J'aimerais remercier aussi les 2000 agents et courtiers, surtout ceux qui ont choisi le statut de correspondant affaires. Et puis, je n'ai quand même pas l'oublier, surtout qu'ils sont devant moi, je n'oublierai pas le partenariat riche et fructueux avec Abeille Assurance. Merci Philippe Michel. Et voilà une confiance qui constitue le socle de notre développement. Je sais que vous êtes souvent intéressés par les données au niveau national. Elles figurent sur le bureau, sur l'écran. Je vais les résumer. Elles sont provisoires. Elles sont provisoires. La collecte brute en France en 2023 avoisinerait les 150 milliards, 147 ou peut-être un tout petit peu plus milliards de collecte de rachat, et laissant une collecte nette de 3 milliards d'euros. L'encours, les provisions mathématiques plus la PPB, avoisinerait quant à lui 1 900 milliards pour une PPB de 65 milliards. Soyons prudents. Beaucoup d'assureurs ont beaucoup prélevé sur la PPB pour séduire momentanément. L'affaire, elle, n'est pas dans un schéma de séduction, surtout dans le très court terme. Je vous en parlerai dans un instant. Un mot sur notre nouveau partenariat. Dès le départ, nous avions souligné une affinité associative, mutualiste, qui réunit l'affaire à son nouveau partenaire, Abeille Assurance. À nous trois, affaires, Abeille, AEMA, nous partageons une vision commune de l'assurance de l'épargne au cours du cycle de vie. Et ensemble, nous sommes mobilisés dans l'intérêt de l'adhérent et du sociétaire. Je le dirais avec des mots simples. Dès qu'on a un problème, dès qu'un problème naît, on le résout à deux. Et jadis, nous vivions deux monologues. Aujourd'hui, nous trouvons des problèmes. Nous trouvions jadis des problèmes dans les solutions, et aujourd'hui, nous trouvons des solutions dans les problèmes. Ça change tout.
La belle époque, c'est aujourd'hui, ce n'était pas hier. Et presque tous les prérequis, presque tous sont satisfaits. Donnons-nous le temps pour le dernier qui nous tient à cœur. Il est complexe, un peu philosophique, mais nous avons des années devant nous pour nous approcher de ce prérequis qui est le sociétariat. En tout cas, la confiance nous unit, et là est l'essentiel. Les résolutions qui ont été votées en Assemblée générale ont pratiquement toutes été mises en œuvre. Abeille Assurance a favorisé plusieurs évolutions notables qui étaient souhaitées par les adhérents de l'affaire, et je l'en remercie. Le cantonnement du fonds euro du Perrin. Merci, cher administrateur Legat. Affaires ou adhérents du Perrin, s'agissant du canton. La valorisation quotidienne pour la quasi-totalité des supports. Pour la première fois, une gestion sous mandat, la GSM, a été proposée et le sera encore plus aux adhérents du contrat multisupport. Son coût est limité à 0,25% par an. Je crois d'ailleurs que c'est l'un des meilleurs coûts du marché. On applique dorénavant, quatrième évolution, la garantie plancher pour le même coût jusqu'à 80 ans et non plus 75 ans. Elle est calculée sur l'ensemble des unités de compte. Un mot également sur la gestion financière. Je dirais qu'elle est plus active. Une gouvernance concertée, une diversification des gérants, vous le voyez sur le tableau, une gamme de supports plus complète qui est inscrite dans une politique RSE exigeante. Que ce soit la PPB, la provision pour participation aux bénéfices, le contrôle et la surveillance de la gestion des fonds. Merci Stanislas Bernard, parmi d'autres administrateurs. Les appels d'offres, où l'affaire dispose d'un droit final de consultation, d'approbation. Le périmètre des actifs qui entrent dans la gestion, notamment du Perrin, une gestion intelligente de la réserve de capitalisation, eh bien tout cela participe à nos yeux d'un paritarisme renforcé. Nos UC IMO ont enregistré cette année, comme les autres supports immobiliers de la place, ont subi de plein fouet la crise immobilière mondiale ainsi que la hausse des taux. 2023, à l'exception de ces UC IMO, restera une année de belles performances et parfois de très belles performances sur nos UC. Ainsi, Affaires Sphère, l'une des SICA, vous le savez, les plus importantes du marché, qui dépasse 5 milliards d'euros d'encours, a gagné 11,9%. La performance nette annualisée d'Affaires Sphère, depuis sa création, est proche de 6%. Depuis 1996. Affaires Action Monde, créée en 2004, 1,3 milliard d'encours, 16% de performance en 2023. Son capital a doublé en 8 ans. Toutes ces UC ont profité de la hausse des marchés, avec un CAC 40 qui a gagné 16,5, un Dow Jones 13,7, le S&P 500 plus 24%, sans parler du Nasdaq plus 44%. 4 supports en UC ont été lancés, dont 3 supports structurés. Ils ont tous été souscrits en 48 heures. Et un fonds à échéance, Affaires High Yield 2027. J'ai une bonne nouvelle à annoncer, une offre d'ETF en gestion sous mandat, mais je vous promets que c'est une première étape, verra le jour dès 2024, tant en épargne qu'en retraite. On va faire maintenant un peu de politique avec la voix de l'affaire. Je voudrais évoquer avec vous 2 sujets qui nous tiennent à cœur. Le premier, il concerne cette réflexion sur le value for money. On le soutient à l'affaire.
Le second, c'est notre combat contre d'inadmissibles initiatives législatives qui, hélas, n'ont pas dit leur dernier mot. Mais je reviens sur le value for money. C'est tout simplement le rapport qualité-frais. Le rapport qualité-frais. L'affaire se félicite que ce sujet soit enfin abordé publiquement. Ce n'est pas une découverte pour nous. Cela fait 47 ans que nos frais de gestion sont d'ailleurs restés fixes à 0,475 sur l'euro, alors même que nous sommes passés au monde du multisupport et que nous ayons enrichi de multiples options le contrat. Peu importe, nous sommes restés à 0,475 et cela n'a pas bougé depuis 1976. La distribution des contrats à faire se fait avec un niveau de rémunération qui est parmi le plus bas du marché. Les agents, les courtiers choisissent l'affaire par conviction, car ils croient dans les valeurs associatives de l'association. Et nous nous efforçons toujours à l'affaire d'avoir les frais les plus bas sur les UC également, une fois qu'on les a bien tous additionnés, contrat plus unité de compte. L'affaire y a toujours veillé, c'est notre marque de fabrique et nous entendons bien rester intraitables sur ce principe des frais. Car prélever moins de frais, c'est la seule promesse de rendement qui soit fiable sur le long terme. Et donc l'affaire ne peut que se réjouir de toutes ces initiatives du régulateur, du contrôleur, des instances européennes concernant le value for money. Je dirais même mieux, il était temps. Nous l'attendions et tout particulièrement, nous saluons les travaux approfondis qui sont menés dans le cadre européen de la RIS, Retail Investment Strategy, mais aussi par le législateur et le régulateur national, qu'il s'agisse, par exemple, des nouvelles dispositions de devoir de conseil qui sont inscrites dans la loi, au demeurant, industrie verte, ou des nouvelles exigences de l'ACPR en matière de frais sur les UC. Nous estimons que cette réflexion, elle est vertueuse et salutaire. Mais je dirais un peu plus, au-delà de la vertu, il y a le salut. Et avec toute cette lame de fond, il ne faudrait pas rater l'objectif en multipliant, démultipliant les réglementations, la surveillance et les contrôles. Je parlais de cette lame de fond, mais une lame, ça coupe. Les dispositifs, nous le souhaitons à l'affaire, doivent rester lisibles, clairs et simples. Et je ne suis pas sûr que le modèle d'assurance vie européen soit suffisamment intégré pour espérer une réglementation qui serait unifiée. Et quand on unifie des différences, on peut complexifier l'ensemble. Et à l'arrivée, le risque de renchérissement des coûts payés par l'épargnant final demeurerait. Donc je souhaiterais mentionner aussi une autre initiative qui nous a préoccupés. Il s'agit de la proposition de loi qui tente à renforcer la protection des épargnants, la fameuse idée Husson-Montgolfier. Nous avons rencontré à l'affaire. L'esprit de cette initiative nous semble, le terme excessif, mais je n'en ai pas d'autre pour l'heure, confus. La transférabilité des contrats, c'est moins de rendement pour l'épargnant. En l'état et à ce jour, ça peut changer et nous verrons. Mais en l'état, c'est moins de rendement pour l'épargnant. Et donc une liberté qui aurait finalement pénalisé les épargnants. L'équilibre entre la protection et la liberté reste à trouver. Et puis le rapport Mattei-Sansu. Que n'aura-t-on entendu sur ce rapport concernant la fiscalité des patrimoines qui a paru au dernier trimestre 2023 ? Il contient 30 propositions de réforme. Pour moi, il manque la 31e. Au cœur, l'héritage, qui est accusé d'être la source des inégalités, comme si c'était de notre faute de naître. Et ce, après avoir dressé un état des lieux
avec quantité infinie de chiffres pour reconnaître en préambule de ce rapport manquer de données fiables sur les transmissions. Religion, par exemple, je ne vais pas toutes les commenter, la 13e idée. Aligner la taxation sur le capital d'essai payé au titre d'un contrat d'assurance vie sur le taux le plus élevé du barème successoral en ligne directe, soit 45%. Les auteurs ignorent que le capital d'essai, ce n'est pas un revenu, c'est une prestation garantie. Il subit déjà un barème de taxation progressive jusqu'à 31,25%, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2% à ce jour applicables aux revenus compris dans le capital d'essai. Et plus grave encore, la recommandation numéro 3 sur la détermination des revenus taxables en assurance vie, sur la base non plus de la date d'ouverture du contrat, mais selon l'ancienneté des versements. On connaît l'histoire, on l'a subi, ils veulent y revenir. Il s'agirait d'un système proche de celui de la durée moyenne pondérée qui a été abandonnée avec sagesse en raison de la complexité et son absence de pertinence. L'épargne en assurance vie, elle doit rester stable. À l'affaire, je l'ai déjà dit, la moyenne de détention est supérieure à 20 ans. Et par ailleurs, pour être plus précis, je rappellerai qu'il s'agit justement de primes d'assurance qui sont payées plutôt que de versements d'épargne. L'affaire a eu raison de combattre ces amendements et ce rapport qui, pour l'heure, ont été, avec une grande sagesse de l'exécutif et du législatif, repoussés. L'affaire demeure néanmoins vigilante parce que la tentation fiscale des élus de la République, elle reste vive. Nos assises se sont inscrites dans ce cadre, dans ce contexte de présentation du projet de la loi de finances. Nous avons tenu les 9e assises de l'affaire. Ces assises ont rassemblé 1600 participants à la Maison de la Mutualité. Elles ont été diffusées en streaming dans toute la France et Bruno Le Maire, notre ministre, est venu les clôturer. Il a lui-même appelé l'affaire à être un pôle de stabilité dans un monde de turbulences. Un bel appel. Et les Français attendent de leur assurance vie de la sécurité, de la stabilité, des repères et pas la bougeotte fiscale. L'affaire, elle revendique un cadre clair, lisible et stable, je l'ai dit, elle dénonce les manipulations et les errements de langage. Je vous donnerai 3 exemples. La normalisation, le revenu économique et la dépense fiscale. Normalisation, revenu économique, dépense fiscale. Première hérésie, la normalisation de la fiscalité de l'assurance vie. Le seul point sur lequel l'assurance vie pourrait connaître un régime anormal serait celui qui concerne l'application injustifiée des prélèvements sociaux sur une fraction du capital d'essai. Pour le reste, elle connaît un régime spécifique de taxation tant des rachats que de la prestation d'essai. Deuxième hérésie, le revenu économique. On veut nous faire croire qu'il serait, je cite, moins manipulable, comme si les épargnants étaient des manipulateurs, manipulable que le revenu fiscal. Pourquoi? Parce qu'il inclurait le revenu des personnes morales, alors que le seul revenu économique qui devrait s'imposer à leurs yeux devrait viser le revenu restant à chacun après l'ensemble des impositions. Et la troisième hérésie, c'est ce concept de dépense fiscale. Je crois que c'est le plus grave des 3, parce qu'il est d'ordre constitutionnel. Et nous avons parmi nous un membre du comité des sages qui était membre du Conseil constitutionnel, et je serais heureux d'en débattre un jour avec lui. Et il atteint fondamentalement à la Constitution, il enfreint la liberté et même la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et à force de répéter ces concepts, normalisation, dépenses fiscales, on tente d'accréditer ces mots MOTS qui sont en fait des mots MAUX, de les accréditer comme des vérités acquises. Mais rien n'est acquis. Dans l'histoire des dogmes et de leur tragédie, ce
ces concepts auraient leur place, je vous le dis. Et leurs auteurs estiment normal de chiffrer le coût de tous ces cadeaux, comme ils disent, ou dépenses fiscales. Les Français ont eu tendance à chérir le consentement à l'impôt, mais cette tentation, elle semble faiblir aujourd'hui. On consent de moins en moins, d'où la réaction normale, réglementaire de la dernière loi de finances pour lutter contre la fraude fiscale. Pour nous, nous estimons à l'affaire qu'il faut rétablir la confiance, il faut traiter le mal et non pas le symptôme. C'est une drôle de terminologie des temps modernes. Elle nous paraît défaillante, trompeuse, elle noie plus qu'elle n'éclaire. Et ces éléments fondent notre vigilance et nos actions dans un contexte réglementaire qui est dense et souvent confus. L'urgence pour nous, c'est de restaurer sens et confiance pour la contribution de chacun au bien commun. Et c'est dans le respect de ces principes, transparence, lisibilité, durabilité, équité, solidarité, que nous réfléchissons à demain. Oui, l'affaire réfléchit aux questions de solidarité, mais elle reste convaincue que les réponses ne sont pas que d'ordre fiscal. La solidarité, c'est un autre univers que l'argent. Je vais passer maintenant à ce que vous attendez tous, les taux. Les taux. Mais avant, j'aimerais poser la question suivante. Faut-il courir après des taux momentanément élevés ou rester fidèle aux performances dans la durée? On voit aujourd'hui fleurir des performances proposées par des assureurs qui ne font que profiter d'une hausse conjoncturelle des taux longs. Ces performances, pour certains assureurs, je dirais qu'elles ne sont pas naturelles, dans la mesure où elles sont obtenues en puisant massivement sur les réserves, la provision pour participation aux bénéfices. Ces réserves, ce sont des fonds propres de solvabilité. Elles ne sont donc pas inépuisables. Et tout le monde sait que les assureurs sont des gens intelligents. Ils en ont besoin de ces réserves pour piloter leur solvabilité, l'avenir. Ils peuvent momentanément piocher dedans, mais ils ne le pourront pas toujours. Et l'interrogation, si les taux baissent demain, comme ils ont déjà commencé à le faire aujourd'hui, alors même qu'une partie de leurs réserves de solvabilité, la PPB, aurait été entamée, et parfois substantiellement pour briller, ils reviendront inévitablement à des taux naturels inférieurs, comme ils l'ont souvent fait dans le passé d'ailleurs. Et donc profiter de taux momentanément élevés, c'est ouvrir une double brèche. La première au regard du besoin de sécurité dans le temps, la seconde au regard de la responsabilité à assumer dans la durée vis-à-vis des épargnants. Et l'affaire, elle a toujours réussi à distribuer historiquement des performances supérieures, y compris lorsque les taux convergeaient vers zéro. Quand l'affaire, elle donnait du 5 ou du 6%, combien de compagnies d'assurance donnaient-elles il y a encore quelques années? Beaucoup moins. Et notre philosophie a reposé pendant des décennies sur une distribution à 100% des bénéfices, comme nous le faisons aujourd'hui, tandis que la plupart des assureurs en retenaient 10 ou 15%. J'ajouterais que l'épargne, en assurance vie, elle doit être une protection, non pas pour un client, un sociétaire, un adhérent, mais pour 2 ou 3 ans, mais une sécurité pour tous dans la durée. À l'affaire, c'est un taux pour tous. Et contre vents et marées, l'affaire a maintenu le cap. Je prends un seul exemple, et j'aimerais bien le répéter. La moyenne du rendement de notre fonds en euros depuis, je prends la date au hasard, 2005, plus de 3%. La moyenne du fonds général de l'affaire depuis 2005 dépasse les 3%. L'affaire, c'est l'équité. L'affaire, c'est l'éthique.
On ne veut pas donner aujourd'hui ce que nous avons pris hier à un autre assuré, et nous ne voulons pas non plus retirer aujourd'hui pour donner à autrui demain. Et le sujet de la mutualisation, il est bien au cœur des enjeux en matière d'assurance. Il doit être appréhendé dans toutes ses dimensions avec rigueur et le souci permanent du respect de nos valeurs associatives. On ne donne pas ce qu'on veut pour briller, on donne ce qu'on peut pour assurer dans le temps la sécurité de notre épargne. Et c'est un sujet évidemment collectif dans un monde qui est devenu très individualiste. C'est pourquoi nous menons des réflexions stratégiques avec notre partenaire assureur pour inscrire notre action dans le temps et dans le respect des adhérents. Il me reste à vous remercier pour votre attention et à conclure avec la performance des taux affaires. Le taux affaires 2023 s'élève à 2,22% net de frais de gestion et hors prélèvements sociaux. La progression du taux de l'affaire, et vous le voyez, elle se poursuit dans le contexte de remontée des taux que nous vivons depuis 2 ans maintenant, et sans prélèvement exceptionnel sur la PPB. On n'a jamais pris plus qu'il ne fallait sur la PPB pour alimenter en 2023 un taux qui eût été un taux non naturel. Nous aimons bien la nature des choses à l'affaire. Et le taux affaire, il poursuit sa progression et les performances sur la plupart de nos unités de compte, tant en 2023 que sur une longue période, valident la pertinence de nos orientations stratégiques depuis plus de 10 ans maintenant. La taille du fonds euro-affaires, la qualité de ses actifs observés à la loupe sont en capacité de relever tous les défis sans sacrifier les adhérents d'hier. Il n'est pas question de fermer le fonds général, au contraire, ou de favoriser un nouveau produit qui ne profiterait qu'à de nouveaux souscripteurs, car c'est dans le temps que se juge la qualité d'un contrat d'assurance vie, et depuis bientôt un demi-siècle, nous défendons ces valeurs et nos adhérents ont pu bénéficier d'un taux qui est toujours resté parmi les meilleurs du marché. L'épargne à moyen et long terme, c'est aussi le Perrin, le deuxième taux que je vais annoncer. Et là encore, l'affaire tient toutes ses promesses. On a mis du temps à mettre en œuvre le R de l'affaire. Eh bien, il est arrivé. Le taux du Perrin, affaire 2023, s'élève à 3,50% net de frais de gestion et hors prélèvements sociaux. Le cantonnement du fonds souhaité par les adhérents et accepté par notre partenaire depuis 2023 nous a permis d'obtenir sans doute la meilleure performance au profit de l'ensemble des adhérents du Perrin. Beaucoup reste à faire, notamment sur la gamme des UC. 2024 y sera consacré. Je vous remercie de votre écoute et je tiens à saluer une nouvelle fois pour leur implication le conseil d'administration de l'affaire, le comité des sages, le comité consultatif, les collaborateurs du GIE, les conseillers, tous les adhérents de la grande famille affaires et notre partenaire Abeille Assurance. Merci.